Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour, directeur artistique de Monte Carlo SBM, a déjà officié pendant plus de 20 ans au Grimaldi Forum, où sa passion l'a notamment conduit à créer les Thursday Live Sessions. Il a changé de gamme depuis et il rythme les programmations des grands festivals, mais pas que, pour notre plus grand bonheur. Bonjour, Alfonso Ciulla. Bonjour, Geneviève. Alors, je peux dire pour notre plus grand bonheur, alors, non pas que... On va en profiter, on va en parler tout de suite. Non pas qu'on pense pas très fort à Jean-René, quand même. Inévitablement, bien sûr. C'est oui, parce qu'il a quand même marqué. Il faut pas oublier que c'est lui qui a créé le Summer Festival, c'est lui qui a créé le Jazz Festival. Donc non, on l'oublie pas. Puis un boulimique de travail. Ah oui, un grand passionné de musique également. Ouais. Ça vous fait déjà un premier point commun, passionné de musique, parce que quand on devient directeur artistique, alors que ce soit du Grimaldi Forum, un lieu, ou d'un resort comme celui de la SBM, et donc de plus largement de Monaco, il faut aimer ce qu'on fait quand même. Il faut même adorer ce qu'on fait. et puis surtout, c'est bien que tu parles de Jean-René, parce que il faut avoir le respect de ses prédécesseurs. Je pense que c'est la moindre des choses, que ce soit Jean-René, que ce soit... Gilles Marsan, bien évidemment, ou même Bernard Lyon, ou Jacques Provence, que j'avais eu la chance de rencontrer quand j'étais petit. Je pense que il m'a donné un petit peu le goût du métier. Non, c'est un respect des prédécesseurs, un respect du travail qu'ils ont pu faire pour un lieu qui est quand même mythique et iconique et unique au monde. Et donc, c'est un mélange de fierté et de respect. Et donc, après... On se met un peu la pression, bien évidemment, mais c'est bien de se mettre la pression. Moi, je suis très exigeant avec moi, donc je me fais pas de cadeaux, donc voilà. Et ça me donne une ligne de conduite quand je respecte les gens qui m'ont précédé et les gens qui sont autour de moi, parce que je ne suis pas tout seul. C'est un héritage pour toi ? Oui, un vrai héritage, absolument. Est-ce que le fait, comme ça, d'avoir un héritage qui est à la fois un grand cadeau et un grand poids, est-ce que ça demande une remise en question quand tu fais tes choix ou quand tu imagines tes programmations ? Oui. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, bon, ça va pas être bon pour ça ? Oui, absolument. Ça n'a rien à voir avec la programmation que j'ai pu faire par ailleurs. En fait, on remet tout à plat. On a toujours des ingrédients, mais les recettes varient, si tu veux. Tu les assembles pas exactement pareil. Ouais. Non, parce que on fait une autre forme de cuisine. Et la musique, c'est tellement compliqué. C'est tellement, à la fois, c'est très simple, mais c'est tellement compliqué. Et pour que ça prenne, c'est vraiment comme une recette. Je pense que c'est c'est un vrai truc chimique, en fait, parce que c'est... Il y a plusieurs sujets qui interviennent dans tout ça. C'est pas juste de soulever le téléphone, d'appeler un producteur ou un tourneur et dire voilà, j'aimerais bien avoir cet artiste. Une programmation, c'est quelque chose qui doit se construire. Ça se combine en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Oui. Alors peut-être plus encore pour le jazz que pour je sais pas. Hein. Je me dis, est-ce que quand on fait un festival de jazz sur quelques jours comme ça, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de cohérence qu'il faut trouver dans les idées qu'on pose, ou est-ce que ça peut... Ah non, bien sûr, tu as tout à fait raison. Mais après, la construction est identique. Le Summer, c'est encore un autre discours. Mais le jazz, d'abord, je suis aidé par Reno Di Matteo, qui est un programmateur qui programme aussi, coprogrammateur avec moi, qui est coprogrammateur à Juan, à Jazz à Juan, et qui a ces fils conducteurs, parce que le jazz, c'est quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, un festival de jazz n'a rien à voir avec un festival de jazz comme on pouvait les avoir dans les années... C'est vrai, hein. S'il y a une musique qui a beaucoup évolué, c'est le jazz. Ben oui. En fait, je pense que le jazz, et le public a évolué. Le public de jazz est un public qui se fait très rare, en fait. Du jazz pur et dur. C'est marrant, j'allais te dire, j'ai l'impression que le jazz s'est un peu démocratisé, moi,
quand même. Grâce justement à des programmations, à des festivals qui se sont ouverts à d'autres musiques, qui sont beaucoup plus abordables. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais le jazz, c'est vraiment, c'est comme le classique en fait. Le classique, soit tu connais, soit tu connais pas. Non mais c'est exactement ce que me disait Bruno Mantovani qui était, sur ce fauteuil il y a quelque temps. Et il me disait, pour programmer du classique, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est à la fois très facile et très compliqué. Parce qu'on a l'impression de connaître et en fait, on ne connaît pas. Enfin, oui, lui, oui, mais son public. C'est ça. Est-ce que toi, tu te poses la question du public aussi en te disant... mais je ne me pose que cette question-là, parce que forcément, si je devais programmer que pour mes goûts, et par mes goûts, ce serait vraiment compliqué, parce que ce serait un peu barré. Ce serait particulier, quoi. Ah oui, ce serait vraiment très, très particulier. Voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas, toi, la musique, c'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire que tu vis en musique. Music is the answer. Music is the answer, ouais. Et voilà, ça veut tout dire. Pour moi, la musique, elle t'accompagne dans les moments difficiles et elle t'accompagne dans les moments où tu es bien. C'est pour ça qu'elle vient toujours te donner une réponse. Quand t'es pas bien, tu écoutes un style de musique. Quand t'es bien, tu vas sur autre chose. Et puis, moi, il y a des soirs, j'arrive pas à choisir un morceau. Tu vois, je me dis, je vais écouter un morceau, et tu tournes en rond, tu mets un truc, tu dis, ah non, ça c'est pas bien. Et puis tu dis, ah non, mais pourquoi j'ai mis ça? Et puis, et ces soirs-là, il y a un moment où je laisse tomber parce que je ne trouverai pas. Et puis il y a des soirs comme ça. C'est incroyable ce que tu es en train de décrire, parce que je pense, alors je vais pas m'avancer au nom de tous ceux qui vont nous écouter, mais je pense qu'on y est tous passés à ça. Ah oui? C'est-à-dire ce moment où tu dis, tiens, j'écouterai ça, et puis tu le mets et tu l'arrêtes. Parce que tu te dis, bon non. Ça... Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui s'instaure. C'est pas juste un fond sonore, quoi. Non. Et tu le vis d'autant plus. Je te parle pas des plateformes d'écoute, parce que c'est la facilité. Sur les plateformes, c'est de la consommation. C'est pas de l'écoute. Moi, j'ai besoin de toucher un disque. J'ai besoin que ce soit un CD ou un vinyle. Mais j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de relire les pochettes. Puis des fois, je tombe sur des trucs, je me dis, mais tiens, je me souvenais pas que j'avais ce truc-là. Tu dois avoir une sacrée collection quand même. Oh, ça va, mais après, je suis pas un malade de ça. Je suis pas un fanatique. Ça me fait peur, le fanatisme m'effraie. Mais j'ai besoin d'avoir, mais j'ai besoin de toucher les choses. Et les disques... C'est important, parce que quand je mets un morceau, je le fais en famille, et puis on me dit, mais c'est quoi ce truc? Et puis même moi, je m'en souviens pas, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est-à-dire que pour trouver... Pour ceux qui connaissent Alfonso, le poisson rouge Alfonso, bon... Non, mais je tourne en rond. Il y a un moment où quand tu arrives après à trouver un bon morceau que tu découvres ou que tu redécouvres, c'est une vraie satisfaction. C'est pour ça que, encore une fois, c'est la réponse à tout. Et même dans les moments difficiles, il m'arrive même sans la mettre de penser à des musiques, justement, parce que ça me rassure. Voilà. C'est une forme de... Oui. Après, moi, je suis tombé dedans. Ma mère me mettait la radio pour me faire dormir quand j'étais bébé. Il n'y avait pas le truc, tu sais, que tu remontais. Tu n'avais pas les berceuses, quoi. Non, c'était la radio. C'est marrant, radio en Italie, donc... Et oui, parce que et donc, toi, tes origines sont italiennes. Oui. Mais vraiment italiennes. C'est-à-dire à la maison, tu parlais italien. Oui. Qu'italien. Mes parents ne parlent pas français, donc on parlait qu'italien. Et donc, c'était vraiment un monde à part. Ma mère écoutait beaucoup d'opéra, de Cavalleria Rusticana, Giuseppe Verdi, La Traviata, tout ça. et donc, c'était un truc... J'ai encore en tête la pochette du disque qu'elle mettait... on avait ces platines qui... Tu sais, c'était trucs tout en un. Il y avait radio... lecteur de vinyle et cassette. Et tu pouvais enregistrer la radio avec les cassettes. Ou tu pouvais enregistrer le disque avec la cassette, absolument. Donc je te dis pas les cassettes qu'on avait, qu'on piratait comme des malades.
Et puis surtout la radio. Alors quand tu enregistres la radio italienne, c'est un peu problématique parce que les types parlent beaucoup. C'est pas comment. Alors qu'en France, tu vois, à un moment donné, il s'arrête en France. Oui, voilà. En Italie, ils parlent presque au refrain. Tu vois, ils font pas cas du truc. Alors ils parlent. Et alors toi, tu es là. Et je me souviens qu'il fallait appeler sur play and pause. Oui, les deux en même temps. Exactement. Ouais. Non, play and rec, je sais pas. Play and rec, ouais. Et après, tu mettais sur pause quand l'autre il commençait à dire des bêtises et voilà. Et c'est ça. La radio, ça a été un truc. Après, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert FIP. J'étais un grand... quelle radio magnifique. FIP, c'était génial. Bon, toi, tu as dû vivre l'émergence des radios, ce qu'on appelait les radios libres à l'époque. Années 80. Dans les années 80. Tu as dû vivre ce moment comme un vrai cadeau, parce que c'est vraiment le moment où la musique s'est démocratisée encore plus. Oui, tu avais des radios... ici, moi j'ai découvert sur le tard Radio Nova, par exemple, qui est une radio extraordinaire. Mais c'est toi qui m'as fait découvrir Radio Nova. Radio Nova, oui. C'était, quelle merveille cette radio. Il s'appelait Bizot, je crois, le fondateur. Mais quelle radio. Quelle programmation. Quelle programmation de malade. Et après, je suis tombé sur FIP aussi, et les FIPettes, avec ces voix... elles peuvent t'annoncer la fin du monde, mais tu as la banane, tu vois, genre... Comme vous êtes dans les embouteillages, vous êtes... Et c'est un peu comme notre conversation, là. Je trouve que le son est un peu... tu vois fipien. Fipien, bah ouais. Ce qui n'est pas désagréable dans cette société qui fait beaucoup de bruit pour rien, en fait. Voilà, quoi. Bah, c'est une société bruyante, et puis c'est une société... Alors, tu vois, on avait cette réflexion aussi... Parce que la musique contemporaine, puisque cette année, le Printemps des Arts, c'était un hommage à Pierre Boulez. Très belle programmation du Printemps des Arts. Ouais, magnifique. Vraiment, beau travail. Et à un moment donné, dans le public, derrière nous, c'était pour un concert. Il y a une dame qui dit « Ah oui, mais il n'y a pas de mélodie. » Non, mais... Et du coup, on a eu cette discussion incroyable sur est-ce que la musique, c'est la mélodie ? Vaste sujet. Tu vois ? Et quand tu dis la société fait beaucoup de bruit, moi j'ai compris dans cette discussion, à écouter les avis autour de moi, que les sons, tu les ordonnes d'une certaine façon et ça devient quelque chose. Et c'est le contraire de cette société qui est en fait chaotique, quoi. Qui fait du bruit mais qui fait rien, quoi. Alors, quand tu parlais de cette dame, tu as pris l'accent italien. Oui. Voilà, je vais te répondre en italien. Enfin, en italien que je suis, on a besoin, nous, de la mélodie. Moi, sans mélodie, mais il peut y avoir de la mélodie dans du hard rock. Moi, j'ai du mal avec la musique. Comment on appelle ça ? Je n'ai même pas le nom. Mais tu sais, il y a des expérimentales. Non, mais ça. J'ai besoin d'avoir de la mélodie. Moi, je suis un peu comme cette dame-là. J'ai besoin d'avoir de la mélodie, mais ça peut être... j'ai de la mélodie dans les Ramones, tu vois, par exemple. Tu peux l'avoir dans différents groupes de musique métal, même. Mais il faut qu'il y ait une structure, tu vois. Le free jazz, par exemple, j'ai même des disques de free jazz que je n'arrive toujours pas à écouter. Et je me force, des fois je me punis, je me dis, t'as pas été sage, tu te fais 2 heures de free jazz. Non, je plaisante. Tu travailles en musique ? Non, moins, avant, beaucoup plus. Aujourd'hui, non, j'arrive moins à me concentrer parce que mon cerveau, il a pris quelques années, donc je peux pas faire 2 choses en même temps, comme les femmes. Les femmes y arrivent très bien. Et moi, je ne peux pas lire en écoutant de la musique. Ah ouais ? C'est-à-dire que pour moi, la musique est une mission totale, en fait. Quand tu l'écoutes, moi, ça me prend la moitié de mon cerveau, c'est-à-dire tout mon cerveau, parce que j'ai besoin d'être... Sinon, j'arrive pas. Donc toi, tu fais partie de ceux au concert qui décrochent pas un mot jusqu'à la fin du concert. Oui. Alors je déteste en plus quand il y a des gens qui te parlent. Et au cinéma, c'est pareil. Je déteste le cinéma. Moi, j'ai besoin de rentrer dans un truc. Et alors, quand il y a des gens, dis donc, tu as vu Tu dis oui, mais tais-toi. Laisse-moi apprécier. C'est vrai. Et tu peux être sûr que chaque fois, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose. Mais même un concert de musique heavy metal, j'ai besoin
Mais tu vois, ma question ne vient pas par là, parce que moi, j'ai cette sensation où, je sais pas, hein, que dans les concerts, il y a toujours quelqu'un qui se penche et qui te dit « Tu aimes, toi ?» ou Je confirme. Voilà. Ou alors tu as les puristes, dis donc, la basse, là... Oui. Tu as envie de dire, oui, bah, probablement, oui, c'est pas comme dans le disque. Et dis donc, il est pas en forme, hein, le chanteur ce soir ou quoi. Mais c'est vrai. Tu fais bien de parler de ça d'ailleurs, parce que ce que j'avais envie de te demander, c'est le directeur artistique de la SBM, il fait pas que programmer. C'est-à-dire que c'est pas seulement de les faire venir à Monaco, tous ces artistes. Une fois qu'ils sont là, il faut s'occuper d'eux. Et il faut être sûr qu'on leur offre des conditions de travail. Voilà, je pense que ça, c'est aussi, non ? Après, il y a pire hein, comme endroit. En plus, quand ils arrivent ici, de surcroît à la SBM, on a déjà cette salle qui est absolument extraordinaire. La salle des étoiles. Hein, la salle des étoiles, pardon, oui, le Sporting. Après. Garnier, c'est pas mal aussi, quand même. Non, mais j'allais y venir, justement. On a 2 salles, mais j'ai même pas besoin de les présenter. On a fait en juin dernier un concert de R. Ils sont venus, ils ont installé, ils avaient une espèce de cube rectangulaire, une structure rectangulaire magnifique avec des effets spéciaux. Dans cette salle, les deux se sont, comment dire, il y a eu complété, il y a complété. Eu un truc, quoi. Il y a eu un truc extraordinaire. Le son est magnifique, que ce soit à Garnier ou à la salle des étoiles. Et on a vraiment en plus des techniciens qui sont extraordinaires, qui travaillent comme des malades. Et quand les artistes, les productions d'une manière générale débarquent chez nous, elles savent qu'il y a un gage de sécurité, de qualité et d'accueil. L'accueil, et puis en plus, bon, ils sont dans le resort, ils dorment dans des hôtels absolument magnifiques, que ce soit ce qu'on appelle les parties A, les parties B ou les parties C, c'est-à-dire l'artiste ou son cast ou sa technique. Non, on est vraiment une belle destination. Et puis... là, en plus, on a fait récemment des travaux à la salle des étoiles. On a refait les couloirs des loges. C'est magique. On dirait un petit hôtel cosy. La lumière est tamisée. C'est vraiment. Je suis vraiment très très fier de ça et je suis très très honoré de pouvoir tous les matins passer mon badge, ouvrir cette porte et rentrer dans cette salle. Il y a carrément. Je suis très sensible aux odeurs. Il y a tous les sens qui sont en ébullition. Tous les matins, quand tu pousses ta porte, tu te prends ça, waouh, comme ça. Tu vois, c'est marrant parce que Pierre Gagnère, avec qui on parlait de ça, il me dit j'adore travailler dans les restaurants vides parce que c'est rempli d'âme. Et ce que tu es en train de me dire, c'est que les couloirs des loges, c'est rempli d'âme aussi, quoi. Ah ben oui, forcément. Les loges, l'arrière-scène, le backstage, la scène en elle-même, la salle. En plus, je ne sais pas si tu vois, mais quand tu rentres à la salle des étoiles, tu as en face de toi les baies vitrées et la ville en fond. Ah oui. Donc le matin, tu as un sunrise, l'aube, et le soir, tu as le soleil, le coucher de soleil, et tu as une lumière en plus. Mais tu te dis, mais quelle chance. Bon, parce que tu es en train de me dire que c'est pas compliqué de les faire venir, ou en tout cas de les convaincre de venir. Encore faut-il qu'ils aient une date et que ce soit possible, etc. Parce que si on regarde la programmation qui a fait notamment le Summer, et en tout cas la salle des étoiles avant que ça s'appelle le Summer Festival, là j'avais Sinatra en tête, j'avais Johnny Hallyday en tête, mais Joe Cocker en tête, enfin... Liza Minnelli. Enfin, il y a eu des... Il y a eu sur cette Sammy scène... Davis Jr. Oui, c'est ça. Il y a eu sur cette scène... Bon, là, il y a Benson Boone, quand même. Oui. Mais c'est ça qui est beau. C'est justement il y a Santana aussi. Il y a Santana. Il y a... Toi, t'as eu Sam Smith l'année dernière. Sam Smith, mais tu vois, petit à petit... Une vraie surprise de programmation, quand même, Sam Smith. Oui, mais alors Sam Smith, c'est quelqu'un que je suivais depuis longtemps. Et j'ai toujours aimé cet artiste parce que c'est un vrai showman. Mais à tous ceux qui sont allés au spectacle, sont sortis de là en disant que ça a été du show du début à la fin, au-delà de sa voix et de son concert. Hein. Et de ses costumes. C'est ça, de sa chorégraphie. Pour moi, une vraie chorégraphie. Mais tu vois, quand il est
J'ai eu du mal à le convaincre, à convaincre la production. Tu vois, parce il faut savoir que c'est un garçon qui est très, très timide, malgré tout, très réservé, et qui est hyper, pointilleux. Et d'ailleurs, on le voit dans ses shows, c'est pas anodin. Ce qu'il fait, c'est quelque chose qui est rodé. Tout est... Voilà, qui est préparé. Et il avait un peu d'appréhension. Une fois qu'il est monté sur scène et qu'il a commencé à échanger avec les gens, il l'a dit, ça m'avait choqué dans le bon sens du terme. Il avait dit, vous êtes beau. C'est un beau public. Le type sortait de 2 ans de stade, de arena, de zénith, de salles avec X milliers de gens. Et là, il se retrouve dans un endroit avec des gens qui sont attablés. Et il a dit, et ce soir-là, la moyenne d'âge était de la trentaine, 35, 40. Et des gens bien habillés, effectivement. Pas de manière ostentatoire, mais juste... élégant, chic. Et voilà, tu as dit le mot, l'élégance. Cette salle pousse à l'élégance. L'élégance sur la scène, l'élégance du public, l'élégance de nous qui travaillons autour de tout ça. C'est ça, c'est le mot. Pour moi, cette salle, comme la salle Garnier, comme l'Opéra Garnier de Monte-Carlo, c'est l'élégance. Donc, on a encore un challenge supplémentaire pour faire en sorte que cette élégance perdure. Parce que c'est pour moi hyper important. Sinon, tu sombres dans l'ordinaire. Voilà. L'ordinaire, ça fait un peu peur parce qu'on se doit d'offrir quelque chose d'exceptionnel, pas dans le vrai sens du mot. Après, il faut dire que quand on recherche des programmations, tu t'es beaucoup déplacé, tu es allé voir des spectacles, tu es allé voir des concerts, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où tu te dis que de toute façon, ça va être extraordinaire ? Je ne sais pas, j'imagine que quand tu appelles, alors on parlait de Sam Smith, tu n'as pas de doute sur le fait que ça va être extraordinaire. Non, après, tu n'es pas à l'abri d'un problème technique au niveau de la scène, technique au niveau de l'artiste en lui-même. C'est-à-dire, on prend l'exemple Durand. Ils ont fait un super show l'année dernière. C'était génial. Moi, Durand, c'est vraiment... c'est une valeur sûre. D'ailleurs, on était complet. Mais l'artiste avait une voix, tu vois, il était grosse tournée. Et donc, tu sais que ça passe juste. Limite. Mais tu vois, quand tu as affaire à des grands professionnels comme ça, et ça marche. Parce que les types, c'est pas la première fois qu'ils chantent ou qu'ils ont un problème. Mais chaque fois, ça passe. Tu vois, quand tu as de vrais artistes, ça m'était arrivé avec Biolay. Il avait fait un concert et il était un peu mais tu vois, quand tu as affaire à de grands artistes qui connaissent le métier, les risques sont moindres quand même. Après, encore une fois, la programmation c'est pas une science exacte, sinon moi je signe tout de suite. Quand tu fais une programmation, tu peux être sûr que de toute façon c'est pas précis, c'est pas exact. Sur le papier, ça le fait. Et puis, des fois, ça marche pas. Et puis, des fois, ça marche. Tu sais pas pourquoi. Il y a une part de fatalisme qu'il faut respecter. Et moi, c'est ce qui me plaît. Où est-ce que tu regardes les concerts, toi ? Où est-ce que quand c'est les concerts que tu as programmés et que tu y assistes, parce qu'on peut imaginer que tu assistes pas à tous. Non, c'est pas possible. Mais quand tu y assistes, où est-ce que tu te mets ? Je me mets toujours en retrait. Je suis jamais dans la fosse, d'abord parce que je suis un peu claustrophobe. Par exemple, ben voilà. Mais depuis longtemps, mais avant, j'allais à Montreux, par exemple, pendant une semaine entière, voire 2 semaines. Je passais 2 semaines à Montreux et j'avais bien évidemment un pass pour les 2 semaines. Et j'avais un petit endroit où j'étais seul, mais en hauteur. J'avais peut-être pas forcément le meilleur son. Mais par contre, j'avais à la fois l'artiste, les réactions du public, j'aime bien avoir une vision globale, pas que de l'artiste ou pas que du public.
Après le Covid, pas dans les coulisses, quoi. Les coulisses, non, les coulisses, ça me. D'abord parce que je trouve que je n'ai rien à y faire dans les coulisses, parce que après je suis pas le copain des artistes. Et je trouve que chacun doit rester à sa place. Et je peux y être dans les coulisses quand je suis amené à y être pour des raisons professionnelles. Mais de là à m'installer derrière, regarder et tout, ça me gêne parce que tu es toujours... t'as toujours l'impression... Comme si tu étais dans une cuisine, tu parlais de restauration tout à l'heure, il y a tellement de gens qui sont en train de faire un truc bien précis et que toi, tu es un peu là, comme un cheveu sur la soupe. C'est ça. C'est ça. Donc, je préfère être plutôt avec le public, et entre le public et l'artiste. Après le Covid, avant on voyageait beaucoup. Après le Covid, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont un peu, malheureusement, tu écoutes, tu regardes beaucoup sur YouTube, on t'envoie des vidéos, mais c'est jamais la même chose. Et d'ailleurs, quand tu programmes, je déconseille aux gens d'aller voir sur YouTube ce que c'est un artiste quand ils ne le connaissent pas, parce que tu es toujours déçu. Et après, par contre, quand tu es le soir du live, tu te dis waouh, c'est vachement bien. Après, moi, le live, il peut y avoir n'importe quoi. Un type qui peut jouer de la casserole. Moi, le live, ça me plaît. Ça, même si c'est un type qui joue mal, je m'en fous, j'aime bien. On a parlé des Thursday Live Sessions tout à l'heure. Les Thursday Live, c'est quelque chose que tu as créé. C'est-à-dire que là, le summer, le jazz, etc., ce sont des programmations qui existaient, dont tu hérites. Oui. Les Thursday Live, c'est vraiment un projet que tu as lancé. Parce que, et moi je me souviens à l'époque, tu m'avais dit, un type ou un groupe derrière un micro, en vrai, à côté de toi, devant toi, c'est irremplaçable. Non. En plus, c'était un moment où on avait besoin de créer des concerts dans une salle où il n'y en avait pas assez. Et c'était la manière de créer un nouveau truc et puis d'aller chercher... En fait, le challenge, c'était de faire venir des gens sur une programmation dont ils n'avaient absolument aucune idée. C'est ça. La plupart du temps, c'était des gens que personne ne connaissait. Totalement inconnus. Après... Même si on a vu au Thursday Live quelques noms qui, aujourd'hui, quand on dit « Ah oui, moi je l'ai vu au Thursday Live, j'étais en face. » Et les gens ne te croient pas, quoi. Et il y avait Corinne, notamment. Ouais. Qui avait fait une chanson Fille de Monaco, d'ailleurs. C'est rigolo. Il y a eu Bombino, il y en a eu plein. Il y en a... Non, mais... Voilà. Mais aujourd'hui, ça me manque un peu de pas, tu vois, aller chercher ces trucs un peu pointus, un peu... Ouais. Mais c'est autre chose, c'est différent. Là, c'était vraiment pour... le challenge, c'était de dire, il y a des gens qui vont venir un truc qu'ils connaissent pas, ni Dadon, ni Dave. Ils viennent voir un truc. Et quand tu vois que les gens viennent, et ils repartent, ils ont la banane parce que c'était bien. Ou alors il y en a certains qui disaient la dernière fois c'était mieux, ou j'ai moins bien aimé. Mais bon, n'empêche qu'ils revenaient parce que tu avais un gage de qualité. C'est ça que j'allais te demander, c'est-à-dire que quand tout à l'heure tu me disais je ne pense qu'au public, comment tu évalues la réponse du public, alors en dehors de la fréquentation, parce que voilà, comment tu évalues le fait que voilà, tu te dis ça ils ont aimé ou pas, ou j'ai bien fait ou pas? Leur comportement, leur visage, et justement dans la salle des étoiles, ou même à Garnier, tu vois tout de suite quand ça prend, ou quand ça pentaille, comme on dit, quand ça... Ça doit être dur, ça, quand ça pentaille, non? Moi, je m'en vais. Généralement, je m'en vais, oui. Je vais pas dire quel concert je suis parti parce que l'artiste n'était pas bien. Il n'y en avait pas eu beaucoup, attention. Mais après, c'est parce que moi, je suis vachement... Après, quand je regarde autour de moi, tout le monde me dit « Non, c'était vachement bien. » et tout. Après, c'est parce que moi, j'ai le regard... T'as une exigence de qualité. Tu disais tout à l'heure que Sam Smith, il est très pointilleux, il me semble. Qui n'est pas le seul, quand même. Non. Mais je suis... il est très... Une fois, j'ai été étonné par Patrick Bruel, tu vois, un chanteur pour qui j'avais pas vraiment beaucoup d'expectatives, disons. Non. Mais c'est parce que, c'était... Par contre, tu vois, j'ai découvert un professionnel hallucinant. Le type, il répétait 25 milliards de fois le même morceau, les mêmes notes... pour être sûr de... Oui. Et je me suis dit,
tu vois, c'est quand même pas anodin si ce type est tant aimé par le public. Bon, mis à part le fait que c'était un garçon qui plaisait aux filles, mais c'est juste. Après, tu sais, quand tu ne mens pas au public, tu parlais du public, tu peux pas leur mentir. Ça peut pas durer très longtemps. Il y a un moment où la supercherie se révèle. Et se révèle très très vite. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des concerts où je suis un peu... Même des concerts que je vais voir en tant que spectateur, et je me dis, waouh, là je m'en vais. Parce que ça me dérange. Tu sais, c'est comme quand tu vois une personne qui a un comportement et que tu as honte à sa place et tout, et puis... Parce qu'en fait, c'est ça, les artistes, c'est de se mettre en danger. C'est toujours se mettre en danger, parce qu'il faut avoir quand même un sacré courage pour aller affronter X personnes. C'est ça. Toi, t'as jamais eu envie de faire ce métier ? Tu dis la musique is the answer, mais oui. Justement, t'as jamais voulu en faire ton métier de la musique ? En tant qu'artiste, ouais. En tant que musicien, tu veux dire ? Oui. En tant que musicien. Ah bah oui. Non, pour la bonne et simple raison que je suis vraiment pas doué, quoi. Vraiment, j'ai taquiné à un moment la batterie que j'ai vite rangée chez moi parce que ça devenait plus un endroit pour poser des choses. Et après la basse, que j'ai vite rangée aussi parce que ça devenait vite un endroit où tu mettais ta veste, les verres, les bouteilles et tout. Non, mais je le fais de temps en temps. Mais non, c'est que je pense qu'il faut vraiment beaucoup de travail et moi, j'ai pas le temps. Et puis maintenant, mais peut-être que je m'y remettrai. Mais c'est un vrai regret. Mais oui, c'est un vrai regret, oui, absolument. Bon, parce que tu lis la musique ou pas ? Non, mais pas du tout. Non. Je me souviens de mes cours à l'école de musique quand il fallait lire les trucs. Le solfège. Le solfège. Oh, le cauchemar. Ouais, mais tu sais qu'il y a des musiciens aujourd'hui, et notamment, il y avait un guitariste, Florent Garcia, qui était là et qui me disait qu'il avait tellement galéré à apprendre le solfège, ça avait failli le dégoûter de la musique. Alors qu'aujourd'hui, c'est un guitariste... voilà, et du coup, je me disais, il y a peut-être des passages comme ça dans la technique qui peuvent être un peu rédhibitoires, tu vois. Oui, c'est peut-être pour ça que j'ai pas persévéré là-dedans, parce qu'il faut beaucoup de patience. Non, mais après, ça me plaît. Je trouve que l'objet, une basse, par exemple, c'est génial. Une batterie, n'en parlons pas. Ouais. Je me souviens, quand j'étais petit, à un anniversaire, j'ai reçu une batterie en cadeau et j'ai juste une photo de cette batterie. Elle a disparu le jour même où je l'ai reçue. Ouais. Je me demande, mes parents de se dire... c'est pas le moment. Je ne l'ai jamais, je te jure, j'ai jamais vu cette batterie. J'ai juste une photo de moi content avec des baguettes et derrière cette batterie. Et voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Tu vois, par exemple, s'ils ne m'avaient pas enlevé cette batterie, mes parents, peut-être que je serais un grand batteur aujourd'hui. Ah, peut-être, qui sait. Ah oui, ben voilà. Donc, on n'a pas beaucoup cité d'artistes, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs artistes qui t'ont marqué dans ton développement culturel, musical, personnel, et qui ont fait que, tu vois, par exemple, je te parlais de Florent Garcia, lui, c'est Lou Reed, tu vois, oui. Il me dit, moi, si j'avais pas rencontré Lou Reed, enfin la musique de Lou Reed, je serais pas le même aujourd'hui, tu vois. Oui, absolument. Non, il y a plein de... Mais moi, j'en ai plein. Lou Reed, par exemple. Qui est venu en concert. Oui, au Grimaldi Forum. Oui, au Grimaldi Forum. C'est un souvenir, ça, ou pas ? Oui. Un très, très beau souvenir. Après, le personnage, pas spécialement sympathique. Mais on dit souvent que les musiciens, les artistes comme ça, qui sont dans leur propre univers, sont pas souvent très ouverts. Non. Et en plus, il était venu, c'était pendant une expo de Andy Warhol. Et je lui avais dit, si vous voulez après aller voir les... Et il m'a dit, non. L'expo, ça m'intéresse. J'avais envie de lui dire, mais c'est quand même Andy Warhol qui a créé les Velvet Underground, qui vous a... Et en fait, le lendemain, je l'ai attrapé en train de visiter l'expo et faire des photos. L'expo qui était en montage encore, mais lui, il avait bien évidemment accès. Et je pense qu'après, c'est des gens tellement sensibles et qui ont... Et puis surtout, Lou Reed, il est passé par
tellement de choses que je crois que moi, la moitié, je serais pas là en train de te parler. On a quand même un gros respect pour ces personnes qui ont un vécu et qui ont tellement apporté à la musique par leur génie et même leurs extravagances, quelque part. Ouais, parce que là, tu parlais de Lou Reed, tout à l'heure, tu as parlé de Duran Duran, mais est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, des artistes que tu as reçus à Monaco, que ce soit dans le cadre du Grimaldi ou maintenant dans le cadre de tes nouvelles fonctions? Enfin, nouvelles, elles sont plus si nouvelles que ça, hein, mais de tes fonctions actuelles. Non, maintenant je suis un vieux. C'est un vieux. Maintenant, ça fait quelques années. T'es plus un fini. rookie, quoi. Je suis plus un rookie, exactement. T'es plus un rookie. Non. Il y en a, oui. À la SBM, je dirais, oui, comme je te disais, Sam Smith, j'ai rencontré vraiment une très très belle personne, très généreuse, très ouverte. Après, même des chanteurs italiens comme Il Volo, tu vois, qui sont qui sont des... Alors, est-ce qu'ils sont des succès commerciaux? Parce que Il Volo, c'est quand même un succès commercial avant tout. Mais... Est-ce que tu peux être Tu parlais de Bruel tout à l'heure. Ça me fait penser à ça. Tu peux être un succès commercial et être quand même un grand artiste. Oui, définitivement. Quand j'étais plus jeune, non, je pensais pas. Je disais non, j'étais un peu rebelle. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que il faut quand même avoir un sacré professionnalisme et une certaine constance pour être commercial. Enfin, je veux dire, il faut pas considérer cette appellation comme péjorative. Et ces trois garçons... Tu parlais de Santana, c'est commercial aussi. Ah ben oui, grave, bien sûr. Et ces trois garçons, typiquement, en plus, ils sont fait connaître en faisant des réinterprétations de morceaux. Et en soi, ils ont créé ils n'ont pas créé beaucoup de morceaux. Mais voilà, après, il y a des artistes qui te marquent. Je sais pas comment te dire, c'était vraiment Jane Birkin, par exemple. C'était une très très belle personne. Et on avait fait un très beau concert. Mais encore une fois, en juin dernier, on en parlait tout à l'heure. Moi, c'est un duo que je suis depuis longtemps. La fameuse French Touch, ils ont largement participé à ce mouvement et apporté vraiment beaucoup de choses. Puis moi, c'est vraiment la musique que j'aime, ça approche presque à la musique de film, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et eux, ils m'ont marqué parce que c'était vraiment, encore une fois, des belles personnes. Même si quand ils étaient venus, ils n'étaient pas vraiment très en phase tous les deux. C'était un peu tendu. Mais encore une fois, quels artistes magnifiques. Mais au final, tous... Après, je les côtoie pas tous. C'est ça, parce que tout à l'heure, tu as dit, je suis pas là pour être le copain des artistes. Non. Donc en fait, est-ce qu'il y a une vraie rencontre personnelle qui peut se passer ou pas? Oui, à leur demande. Moi, je suis là pour les accueillir à la manière d'un hôte. En fait, je suis là pour le... Oui, tu leur ouvres la porte. Voilà, j'ouvre la porte. Après, je ne suis je suis pas le copain des musiciens ni des. Après, j'en ai plein, j'en connais plein. Ouais. Je vais pas faire le malin à les étaler parce que je déteste ça. Et puis, et en plus, j'ai pas de mémoire, donc je m'en souviens pas. Non, encore une fois, chacun à sa place. Moi, je suis un serviteur du truc. Je suis pas là. Je suis pas l'artiste à la place de l'artiste. Moi, on me voit, mieux je me porte. D'ailleurs, tu vois, ça me fait plaisir de parler avec toi parce que là, au moins, on me voit pas. On ne fait qu'échanger. Mais ça, c'est ton sang italien, ça. C'est absolument. Voilà. Tu vois. Non, je préférerais. Non, je sais pas. Je suis indiscret. J'aime bien les choses simplement et simples. Quand ça devient compliqué. C'est compliqué pour moi. Je suis pas équipé pour gérer. Voilà, gérer. Est-ce que c'est le métier que tu fais aujourd'hui? C'est celui que tu as toujours voulu faire? Quelque part, oui. Oui. Enfin, même, je suis sûr. Mais j'ai toujours écouté de la musique. De toute façon, ça a toujours été une passion. Mais jamais j'aurais imaginé un seul instant que ça allait devenir... c'est vraiment tout à fait par hasard que ça s'est fait sur une rencontre, un soir, tard.
C'est souvent comme ça qu'on change sa vie. Oui. Un soir tard. Un soir tard, se tomber sur une personne, Philippe Martel, pour pas le nommer, oui, on n'a pas encore parlé de Philippe Martel. qui me dit, mais on parlait de musique, et on parlait beaucoup de musique. Il me dit, mais tu aimes bien? Je dis, mais tu écoutes ça? Mais non, je dis, mais tu connais ça? Ben oui, mais toi, oui, mais attends. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu fais demain? Je dis, demain, je vais travailler. Enfin, si on se couche pas trop tard. Et puis il me dit, mais non, mais viens me voir, viens travailler avec moi. Je dis, oh là là, attention, je suis pas, c'est pas mon métier. Hein. Et puis, eh bien, ça s'est fait. Mon premier concert, c'était un concert de Souchon, tu vois, Alain Souchon, en 2001. Tu t'en souviens quand même? Ouais, je m'en souviens. Parce que sur le plateau, tout le monde avait peur de son manager, qui était un tyran. Un vrai tyran. J'ai oublié son nom. C'est un type qui était connu dans le métier. Hein, et donc, que tout le monde craignait. Et moi, je sais pas, ça s'est bien passé avec lui. Donc, non pas que je lui ai fait peur, parce qu'il me faisait 4 fois. Mais Souchon aussi, quand on parlait tout à l'heure de professionnel. Quel bel artiste. Voilà, c'est un artiste qui ne laisse rien au hasard. Non. Qui travaille beaucoup. Qui travaillent tard, Est-ce que c'est facile de se mettre à leur rythme? C'est-à-dire, on a tous dans la tête cette répétition qui n'en finit pas ou ces réglages qui n'en finissent pas. Est-ce que c'est facile de les accompagner comme ça? Oui, parce qu'au final, c'est ton spectacle aussi. Hein. C'est toi qui l'offres à ton public. Il y a une crédibilité, enfin, il y a une marque de fabrique... d'une programmation, est-ce que ça prend une identité à un moment donné? C'est-à-dire, on dit ça, c'est celui-là qui l'a fait, ou ça, c'est... Ah, j'aimerais bien. Je sais pas. Peut-être, oui. J'aimerais bien qu'on dise ça, mais... Non, mais parce que là, je regardais un peu la liste. Je le fais pas pour ça. Voilà. Non, d'accord, mais voilà. Là, je regardais un peu la liste, et quand même, hein, on a parlé de Duran Duran tout à l'heure, mais il y a eu Jamiroquai, il y a eu Lenny Kravitz, Billy Idol... Will Smith qui va venir cet été déjà. Ah, Will Smith, c'est vachement bien parce que c'est vraiment un truc à part, quoi. Là, on va au-delà on est sur un artiste. Lui, il est pluridisciplinaire. Exactement. J'espérais que tu dises le mot à ma place parce que je n'aurais pas réussi à arriver jusqu'au bout. Il est pluridisciplinaire, voilà. Et puis, c'est encore une fois. C'est Sammy Davis Jr., quoi. Exactement. Et puis, ce type, il est sur scène, il bouge une épaule et tu chavires, quoi. Alors, parfois, il bouge pas que l'épaule. Non, il bouge les mains, surtout. Mais, non, mais ça va. Est-ce que tu l'as déjà rencontré ou pas? Non, jamais. Jamais. Absolument jamais. Je vais pas faire le malin, te dire oui, c'est un pote. Non, mais quand j'ai dit rencontrer... Je l'appelle Will, il m'appelle Alf. S'il t'appelle Alf, c'est qu'il est déjà rentré dans un cercle. Non, là, I wish. Non, je le connais absolument pas. Enfin, bien évidemment, mais je suis fier parce que il fait très peu de dates en France et c'est vraiment un méga show. Je trouve qu'il y a pas mieux que cette salle-là pour l'accueillir. C'est vraiment un truc du rap old school qui me parle et qui va parler probablement à beaucoup de gens. Et je suis content parce que la billetterie marche plutôt bien à l'ouverture. C'est un petit peu une de nos têtes d'affiche. Parce qu'en fait, à chaque fois, on dit la tête d'affiche, mais moi, j'ai l'impression d'avoir que des têtes d'affiche. Oui, parce que là, avec les noms que je citais, finalement, est-ce que le fait que cette salle soit petite, parce que la salle des étoiles, c'est quoi? C'est 800, 900 capacités, oui, quoi. Oui, 800. Pour ces artistes-là, c'est une salle petite. Alors, comme a dit Lenny Kravitz l'année dernière, quand il est arrivé sur scène, le premier soir, je te rappelle qu'on avait fait deux soirs. 2 dates, ouais. 2 dates, il est arrivé sur scène et il a dit cette salle est plus petite que mon salon à, je sais pas, il a une maison en Jamaïque, je sais pas trop où, Malibu, j'en sais rien. Et il a dit, elle est beaucoup plus petite que mon salon. Donc, déjà, ça plante le truc. Ça plante le décor. Après, tu vois, le type, il est dans des arénas, des stades. Là, il a fait un concert en Espagne, là, il y a 2 jours, 3 jours. Non. Donc, quand tu arrives à faire de ton handicap quelque part, c'est une difficulté, une petite salle de nos jours, avec les cachets. La question que j'allais te poser, c'est, financièrement, effectivement, tu peux pas rentabiliser, parce que comme tu as eu que 800 personnes, tu peux pas monter le prix des places à l'infini, donc voilà. Et 2, est-ce que pour eux, ça change, pour les artistes, est-ce que ça change vraiment quelque chose?
Parce que le fait d'être dans une petite salle, oui. Est-ce qu'on fait le même concert que dans un zénith? Non, non, absolument pas. Donc il y a un challenge aussi pour eux, quoi. Il y a un challenge pour eux, il y a peut-être un retour aux sources parce qu'ils sont près de leur public et il y a un bon son, il y a un vrai son que quand tu vas dans un stade ou un arena ou un zénith, ils sont pas là pour faire du son. Pour faire un bon son. C'est pour faire un show et le son passe un petit peu c'est pas péjoratif ce que je dis, mais dans une salle, tu as quand même une autre ambiance et encore une fois, cette salle-là, comme la salle Garnier, elle s'y prête complètement. Bon, cette année, en plus, on va, sous l'impulsion du président Stéphane Valéry, on fait de l'électro parce qu'il avait souhaité justement élargir l'offre. Il y a David Vigneux aussi, son conseiller, qui a poussé pour ça parce que c'est un vrai amateur de cette musique-là. On va pas faire Tomorrowland à Monaco quand même. Non. Tomorrowland, ça va être compliqué. Mais il faut pas lui dire, sinon il va essayer. Non. Mais Tomorrowland, ça reste Tomorrowland. Après, je suis le premier. Moi, j'avais commencé en 2001 à faire les Stereo Waves. Ouais. On avait fait des messes électro avec des DJ de Détroit. Au Grimaldi Forum, il y a eu notamment 2 soirées, dont une où il y avait des abeilles géantes dans la salle. Absolument. C'était et on avait fait d'Eric May, on avait fait vraiment de gros DJ de Détroit, parce que ça venait le mouvement venait de... Mais aujourd'hui, pourquoi pas? Je dis, pourquoi pas? Donc, après, moi, j'ai un peu laissé tomber l'électro, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des apports extérieurs. Ouais. Et c'est pour ça que, sous, encore une fois, l'impulsion du président Stéphane Valéry, j'ai réussi à glisser Paul Kalkbrenner dans le line-up. Et moi, je l'avais vu une fois à Montreux, justement. Donc, c'est un habitué. Il aime bien s'incruster sur des festivals. Et ça va être génial. Mais ça va être génial. Je pense que ça va être bien. C'est bien d'apporter de temps en temps quelques touches. Après, il ne faut pas trop vouloir bousculer les choses. Il faut y aller petit à petit. Ça se construit, tout ça doit venir petit à petit. Mais la programmation, encore une fois, c'est pas une science exacte. Et la programmation, malheureusement, il faut être seul pour faire une vraie bonne programmation, parce que tu l'as fait avec ton cœur, tu l'as fait avec tes oreilles, tu l'as fait avec ta tête, mais c'est pas pour longtemps que ça va marcher. Après, si elle est critiquée, ça veut dire qu'elle était bonne. Tu fais partie de ceux qui pensent en bien ou en mal, pourvu qu'on parle de ce que je fais. Exactement. Ouais. Justement, la question que j'avais. Après, je suis blindé. C'est ça. La question que j'avais en t'écoutant, c'est de me dire comment on vit la critique. Parce que quand on met autant de passion, d'envie, d'enthousiasme, d'implication pour faire, et qu'on prend un vrai risque personnel, puisque tu dis je fais ça pour le public, c'est un vrai risque personnel. Comment on vit la critique? Je vais pas faire le malin et te dire oh non, ça me touche absolument pas et tout. Ouais. Ça me touche beaucoup. Parce que je le prends pour moi directement, puisque je suis responsable de ça. C'est ça, enfin, t'es critiqué pour quelque chose que tu fais pas, parce que quand tu programmes un artiste, t'es pas dans son spectacle. Non, mais donc, voilà. Mais bon, après, on peut être critiqué sur le choix d'artistes que l'on fait, mais ça, j'assume. J'ai du mal, ça me met un peu de temps, puis moi, je suis vite. Je trouve ça injuste parfois, non seulement pour moi, mais pour l'équipe qui m'entoure, parce que je suis entouré, encore une fois, de plein de collaborateurs qui bossent avec moi là-dessus. Et quand on me critique, c'est pas un peu comme si on critiquait ta famille, tu vois, c'est toujours compliqué. Mais après, j'ai appris avec l'âge. Avant, je ne dormais pas la nuit. Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Mais alors, si tu savais... T'as pris de la bouteille, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a changé par rapport à celui qui faisait ses débuts il y a 20 ans et aujourd'hui? Alors, tu dis, j'ai pris un peu de recul. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tes goûts musicaux ont évolué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, mes goûts musicaux ont évolué, Dieu merci. J'écoute beaucoup plus de
choses, je m'impose beaucoup plus de choses, mais ma curiosité est toujours aussi aiguisée, si tu veux. Je suis toujours à la recherche des choses. Après, moi, j'aime bien les choses qui sont barrées. J'y suis pour rien. C'est très compliqué. Donc, si je devais faire une programmation... Je décrypte, pour ceux qui nous écoutent, barré, ça veut dire déjanté. C'est-à-dire un peu... Voilà, pas conventionnel particulièrement. J'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Mais maintenant, donc, je me suis habitué. Je sais que je peux pas le faire tout le temps. Mais si ça tenait qu'à moi, je ferais des choses totalement barrées encore une fois. Mais bon, je vais pas le faire. Sur le jazz, de temps en temps, tu peux. Sur le jazz, je peux. Absolument. Avec Reno, on peut. Et il est, au contraire, lui, il est garant de... Parce que des fois, je peux partir en live, c'est qu'à le dire. Mais Reno, c'est vraiment un chic type avec qui on peut échanger, qui accepte la critique, qui critique lui-même. Et on a un vrai échange. Et c'est vraiment un grand moment de bonheur musical, en fait. Parce que t'as pas la même pression sur la prog du jazz que sur celle du summer. Le summer, c'est compliqué parce que dans le summer, tu as le gala de la Croix-Rouge. Il faut remplir une salle, il faut rentabiliser un spectacle, Oui. Et puis tu as deux... Et tu as des spectacles imposés, oui. Oui, tu as le gala de la Croix-Rouge monégasque, tu as la soirée de Faith-Heads, qui sont quand même deux piliers de la programmation. D'ailleurs, la programmation, elle est articulée essentiellement sur ces deux pieds-là. Et selon, tu peux imaginer le reste. Mais c'est un autre... Et puis, le summer, tu te fais peur sur la vente de billets parce que ça s'adresse à des gens qui sont pas là au moment où tu mets en vente. C'est des touristes qui vont venir, ce sont des clients du resort. Donc, tu te fais un peu peur. Mais cette année, je dois dire que je suis vraiment épaté par la vitesse à laquelle ça se répand. Et je suis déjà en train de travailler sur 2026. Et il y a de belles choses qui sont en vue. Et pour le jazz aussi, on a pratiquement bouclé. Et il y a vraiment... Le jazz, ça va être génial parce que ça va être vraiment très, 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 très ouvert. Et là, pour le jazz, pour le coup, on a totale carte blanche sur... Parce que là, il n'y a pas de spectacle imposé, quoi. Non. Est-ce que le fait juste de Garnier, qui est quand même une salle avec une scène, une petite scène, oui. Est-ce que ça conditionne pas aussi ce que tu choisis? Parce que la petite scène, c'est pas tout. Alors, je sais, tu vas me dire, Prince est venu à Garnier, donc ça veut tout dire, quoi. Exact. Ça veut tout dire. Mais alors, quand je suis arrivé donc à la SBM, il y avait pour le summer, mon premier summer, j'avais été en contact avec la prod de Roger Waters, donc qui avait un projet Pink Floyd, bien évidemment, sur la pochette du disque Dark Side of the Moon, avec le prisme. Avec le prisme, oui. Et donc, toute la scéno du concert était basée sur ce prisme qui était recréé en gigantesque sur la scène. Et les gars de la lumière et de la machinerie chez nous ont bossé d'arrache-pied là-dessus pour essayer de le faire rentrer dans Garnier. Tu vois, le truc, ça aurait été si on avait pu le faire. Ouais. Malheureusement, on a réussi à le rentrer. Enfin, ils avaient réussi, parce que moi, je suis vraiment pas doué pour ça. Mais grâce à leur talent et les échanges avec la prod de Roger Waters, on avait réussi à trouver une solution. Malheureusement, après, il a arrêté la tournée. Mais je désespère pas Moi, ce qui me plaît, tu vois, c'est comme Air, c'est comme ça, c'est de sortir ces salles de leur première destination. En l'occurrence, l'opéra ou le classique. Ou le classique. Et même les collaborations avec le classique, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer à l'avenir, bien sûr. Bien sûr. Ah, donc il y a encore des pages à écrire, quoi. Oui, attends, le livre, il n'est pas fini encore. On tourne des pages, on les corne parfois pour marquer, mais il n'est pas fini, le livre. Ouh là là. Bah alors justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, alors? Longue vie. Qu'est-ce que tu veux que je me souhaite? Je sais pas. Moi, tant que je peux bosser dans la musique et avoir le plaisir d'imaginer des choses, de créer des moments de suspension pour le public, moi, ça me va. Sinon, après, je m'en fous, je peux acheter un triporteur et vendre des légumes.
Je peux le faire aussi, hein. J'ai pas peur de ça. Alors moi, mon expression, c'est je peux aller compter les cactus au jardin exotique. Ah, bah tiens, pourquoi pas? Ça pourrait être un truc. Non, moi, c'est quand même triporteur et les fruits, c'est quand même beaucoup plus... C'est très italien. C'est beaucoup plus ambitieux. Vespa, le triporteur. Bien entendu. AP, très exactement. AP, ouais. AP. Oui. Très bien. Eh bien, écoute, alors à bientôt sur le triporteur. Avec grand plaisir, je t'emmènerai faire un tour.